Campagne électorale 2023. Comment la coalition Lamouka Fayoulou compte-t-elle faire la différence? Quid majorité parlementaire, fichier CENI et candidature commune de l'opposition? Édition spéciale ce lundi 20 novembre après le journal de 19h avec Martin Fayoulou Madidi, candidat numéro 21, élection présidentielle. Rediffusion mardi 22 novembre après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine, première édition de campagne, édition spéciale. Aujourd'hui, nous commençons une grande série. Début de campagne électorale en RDC, votre radio essaiera d'être partout, tout au moins de s'étendre au maximum. Au quotidien, partout où sera l'info, nous comptons être par des lives, mais aussi par des débats, comme celui d'aujourd'hui, avec un ou plusieurs invités pour éclairer la lanterne de l'électeur que vous êtes. Au niveau de l'élection présidentielle, nous espérons recevoir tout le monde et permettre à plusieurs candidats de débattre en direct sur nos différents plateaux. Ce premier jour de campagne sera avec un invité en partance pour Bandundu-Ville, où il tiendra son premier meeting, où il a tenu son premier meeting ce dimanche. Le président élu, comme ses partisans l'ont appelé pendant 5 ans, sera donc de la partie. Avec quel programme? Investir dans le citoyen pour développer la RDC, ses 6 piliers. Quelles étapes? Quels moyens? Quels objectifs? Le candidat numéro 21 est avec nous donc en édition spéciale. Monsieur Martin Fayoulou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Thierry Kamboudi, bonjour. Bonjour Christian. Nous serons à deux pour vous interroger ici. La campagne démarre, êtes-vous prêt? Je suis prêt, oui. Que signifie être prêt? Mais ça signifie que je commence la campagne, je vais affronter le peuple congolais pour dire à ce peuple qu'est-ce que je dois faire pour lui, pour que demain, il ne soit plus comme aujourd'hui, que le Congo, son pays, ne soit plus la risée du monde. Mais quand on dit « êtes-vous prêt ?», c'est est-ce que 30 jours ou 4 semaines durant, Martin Fayoulou a prévu ou a bouclé son programme et va se déployer partout? Êtes-vous prêt? Ça veut dire, depuis qu'on a annoncé les résultats de l'élection présidentielle en 2019, depuis ces jours-là, comme on dit en anglais, day one, j'ai commencé ma campagne. J'ai commencé la campagne pour la vérité des urnes. Et j'ai saisi des instances internationales et nationales pour cette vérité des urnes. Et après, me suis mis sur le terrain. J'ai été partout, à Kinshasa, à l'intérieur du pays. J'ai fait des rencontres avec la population congolaise. Et donc, aujourd'hui, je suis prêt. J'étais à Béni. J'ai passé la fête de la Nativité 2019 avec mes frères et sœurs de Béni. Le premier, avoir été là. J'étais à Butembo, j'étais à Goma. J'ai sillonné partout. J'ai organisé des manifestations ici à Kinshasa. On a réprimé ces manifestations. J'ai eu des militants de mon parti, de mon regroupement politique, Lamouka, qui ont été tués. J'ai revendiqué. J'ai été partout. On a fait des propositions pour les réformes institutionnelles. Proposition de la loi électorale, proposition des... comment organiser la CENI, les calendriers électoraux, proposition de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. J'étais présent, j'ai suivi pas à pas avec l'AMOCA l'organisation de l'enrôlement des électeurs. Cet enrôlement chaotique. Donc, je suis prêt. Vous êtes prêt, parce que là, vous parlez d'une campagne où vous courriez après l'impérium, en président élu que vous avez toujours revendiqué. Mais là, je vous parle d'une campagne où il va falloir convaincre avec un programme. Quel est ce programme et quels sont moyens et objectifs pour convaincre? Alors, vous le dites si bien, prêt, et je vous ai donné, la démarche, les développements. Et en 2022, l'année dernière, nous avons développé un programme. Et ici, le manifeste de Kisangani. Du 11 au 14 juillet de l'année dernière, nous avons tenu un congrès. Et donc, nous sommes prêts. Quel programme? On l'a dit,
nous voulons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Comment? Nous avons 18 défis à relever. 18 défis, répartis en 4 blocs. Le premier bloc, c'est ce qu'on appelle les prérequis, les préalables. Quels sont ces préalables? C'est-à-dire un état de droit. Nous devons avoir un état de droit. Deuxième préalable, l'intégrité territoriale et la pacification du pays. On arrivera dans le détail pour vous expliquer comment. Troisième préalable, la cohésion nationale. Et le dernier, c'est la gouvernance intègre. Vous volez, monsieur, madame, votre place, c'est en prison. Voici les préalables. Ça, dès que vous avez rempli ces préalables, nous allons maintenant dans les priorités. Quelles sont nos priorités? La première, c'est l'éducation, l'innovation, la recherche scientifique, parce que si vous avez l'éducation, vous avez des enfants bien formés, le pays va aller de l'avant. La Suisse n'a pas de richesses que Walikale a, mais la Suisse a des multinationales parmi les meilleures du monde. Deuxième priorité, c'est l'agriculture, parce qu'il faut donner à manger aux gens. Il y a 27 millions de Congolais qui souffrent aujourd'hui, qui n'ont pas à manger, qui ont besoin de l'assistance alimentaire, alors que nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables dans ces pays. Troisième priorité, c'est les biens sociaux de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et les soins de santé. Quatrième, l'entrepreneuriat, donc les infrastructures d'abord. Les infrastructures, regardez comment les infrastructures sont délabrées. En 1958-60, on pouvait avec une Volkswagen aller à Bukavu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Il y a la campagne, vous me demandez si je suis prêt. Comment faire le tour du pays? Les infrastructures, il faut les remettre. Infrastructures routières, ferroviaires, lacustres, fluviales, aéroportuaires, portuaires, et même dans les infrastructures, la connectivité, parce que nous avons les infrastructures modernes, numériques aujourd'hui, il faut s'y atteler. Cinquième, c'est l'entrepreneuriat congolais. Il faut que les Congolaises et les Congolais soient des femmes et des hommes d'affaires, d'entreprises, des industriels, pour créer la richesse et non parler simplement des pays, des mines, des minéraux et tout ça, et que ça ne profite pas. Il n'y a pas de valeur ajoutée qui est donnée. Dernière priorité, c'est l'écologie. Nous devons protéger l'environnement. Aujourd'hui, si nous continuons comme ça, dans 3-5 ans, le parc de Virunga n'existerait plus. Donc, il faut protéger l'environnement. Voici les 6 priorités. Nous allons dans les autres défis, 6 autres défis. Vous avez, et je commence par l'identité culturelle congolaise. Quelle est notre identité? Quelle est notre identité, nous, les enfants de Simon Kimbangu, de Lumumba, de Kasavubu? Quand j'étais gosse, j'ai été à Kintwadi, à l'église où on chantait. Quand vous allez en Bazangongo, quelle richesse culturelle! Qu'est-ce que nous faisons? Nos artistes, les Beatles à un moment donné contribuaient énormément au budget, à la balance des paiements de l'Angleterre. Qu'est-ce que nous faisons avec nos artistes aussi talentueux? Aujourd'hui, Chéri Samba expose à Paris, jusqu'au mois d'avril. Qu'est-ce que ça rapporte au Congo? L'identité culturelle congolaise. Et vous venez avec la jeunesse engagée pour le développement. L'âge médian dans ces pays, c'est 19 ans. Cela veut dire que 50% des Congolais ont moins de 19 ans. Qu'est-ce que vous faites avec cette jeunesse? Comment les engager au développement? Nous avons des projets, des mesures adéquates pour arriver à cela. La famille, la femme, le personne vivant avec handicap. Après, vous passez à la diaspora congolaise. Comment tirer profit de notre diaspora? Le Congo aujourd'hui n'est pas dans l'agenda du monde. On parle de l'Ukraine, on parle d'Israël, la Palestine. Nous ne sommes pas dans l'agenda du monde. Nous avons perdu plus de 10 millions de Congolais parce que le Rwanda et l'Ouganda nous ont imposé une guerre. Mais 10 millions de Congolais et le monde ne s'en émeut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un problème. La diaspora doit en parler, la diaspora doit venir ici, investir et relever les niveaux. L'élite congolaise, autre défi.
qu'est-ce que nous faisons avec l'élite? Que ce soit l'élite intellectuelle ou l'élite religieuse. Les religieux, seulement aller prier, préparer des bons messages, des bonnes prédications, et puis c'est fini. Et dire aux fidèles, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que moi j'ai fait. Non, il faut qu'on s'engage tous. Et l'élite intellectuelle. Mais nous avions dans ces pays des gens comme Elias Numbi, le docteur Elias Numbi, président de l'Ordre national des médecins. Il était mon président parce qu'on était à la société civile avant la conférence nationale souveraine. Un monsieur d'un charisme à revendre. Mobutu n'arrivait pas à les contenir. Mais aujourd'hui, qui est le président de l'Ordre national des médecins? Qu'est-ce qu'il fait pour contribuer à la marche du pays, à la démocratie? Nous avons aussi autre défi, la coopération régionale et internationale. Qu'est-ce que nous faisons de 9 pays limitrophes? Quelle est notre place? Lumumba a dit que le Congo sera le centre du rayonnement du monde. Mais avant d'être le centre du rayonnement du monde, il faut commencer par rayonner en Afrique. Aujourd'hui, si l'Afrique n'évolue pas, c'est à cause du Congo, à cause de l'incompétence de ses enfants, à cause de la démission de certains de ses enfants. Donc, la coopération internationale, et vous avez le dernier défi, ce sont ce que nous appelons les réformes, des réformes institutionnelles. Comment réformer ou réviser la Constitution? Quelles sont les matières qui sont révisables? Est-ce que la nationalité congolaise doit demeurer une et exclusive ou non? Nous avons une solution. Nous avons fait les tours du pays et les gens, on a trouvé des solutions avec les Congolaises. Comment élargir le budget de l'État? Comment avoir beaucoup plus de milliards de dollars pour développer ces pays? Le Congo n'est pas un pays à 5, 10, 15, 20 milliards de dollars de budget. Le Congo a plus que ça. Voilà. Si nous nous engageons dans ces 18 défis, et nous allons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Merci pour tous ces détails de vos programmes. Maintenant, 18 défis, 4 blocs. On ne va pas revenir sur tous. Arrêtons-nous sur les principaux. Intégrité territoriale et pacification. Comment est-ce que vous mettez fin, comment et quand vous mettez fin à la sécurité de l'Est? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet, car c'est le sujet le plus important aujourd'hui? Vous avez dit qu'on parle plus d'Ukraine, plus de Palestine et d'Israël. Le Congo, c'est plus de 30 ans de guerre. Comment vous, président de la République, vous y mettez fin? D'abord, la volonté de mon gouvernement. On va énoncer ce qu'on appelle en anglais les mission statements. On dit ceci, que nous devons pacifier les pays. Comment? Nous allons mettre en place une armée formée, une armée équipée, une armée motivée. Ça c'est dit. Il faut que dans 5 ans, que le pays puisse avoir ce type d'armée républicaine. On ne sous-traite pas sa sécurité. Nous allons commencer par faire partir toutes les armées étrangères qui sont dans notre pays. Les armées du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda. Tous les groupes armés étrangers, comme les M23. Nous allons demander aux nations... Mais vous allez faire comment? Vous les faites partir, ok. Vous faites partir tout le monde accepte, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Mais s'il vous plaît, on fait partir tout le monde. D'abord, la volonté, au commencement, c'est les verbes. Nous le disons, et nous sommes membres des Nations Unies, oui ou non? Et nous allons demander aux Nations Unies, par exemple, de trouver une solution pour les FDLR. Monsieur Kagame dit que s'il attaque le Congo, s'il est obligé de venir au Congo, c'est parce qu'il vient traquer les FDLR. Ils sont combien? 1000, 1500, 2000? Les Nations Unies peuvent le prendre, les amener en Australie ou je ne sais pas où, parce que l'Angleterre a bien dit que
ils prenaient les gens, les demandeurs d'asile, pour les amener au Rwanda. Donc, ils peuvent aussi prendre les FDLR qui sont au Congo, les amener ailleurs. Vous parlez des mêmes Nations Unies qui, depuis 20 ans, ont été incapables de le faire? Pas 20 Rien que, 26 depuis plus de 20 ans, ont été incapables de le faire. Vous pensez qu'avec la seule volonté de Martin Fayulu, ça sera fait comme par baguette magique? Mais pourquoi ils le font dans d'autres pays? Ils ont 26 ans ou plus. Ils n'ont jamais réussi à le faire. Pourquoi en 1960 ils ont réussi à le faire? Pourquoi en 1960 on avait créé ici l'ONUC, Organisation des Nations Unies au Congo? Ils sont venus, une mission non combattante qui a échoué. Et juste après, on a créé toujours l'ONUC, mais Opération des Nations Unies au Congo, qui était une force combattante. On a foutu tout le monde dehors et on a gagné. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'interlocuteur. Vous n'avez pas de leader qui peut aller s'imposer aux Nations Unies et imposer les Congos dans l'agenda du monde. Le Congo, c'est un pays avec toutes ses richesses, avec la place qu'il occupe dans le monde. Mais s'il y a un leadership capable, responsable, respecté, les Nations Unies vont le faire. Monsieur le Président, je voudrais bien que vous soyez concret, parce qu'à Kisangani, notamment, je vous ai entendu dire que vous, au pouvoir, vous terminez la guerre en quelques mois. Je crois que vous avez parlé de 6 mois. Je voudrais, en tout cas, vous avez dit que j'ai entendu ça de quelqu'un d'autre, pas moi. En tout cas, vous avez dit dans un de vos meetings, vous avez dit dans un de vos meetings, je l'ai bien retenu, vous, président de la République, en quelques mois, vous terminez la guerre à l'est du pays. Maintenant, s'il vous plaît, Président. Vous dites leadership sérieux, responsable. Sous différents mandats des présidents passés, le plaidoyer a été fait et il a été le même que celui que vous annoncez ici. Comment vous allez y arriver avec les mêmes Nations Unies dont les résultats ont été un échec depuis plus de 20 ans dans l'Est de la République démocratique? Je vous ai dit, j'ai commencé par énoncer l'objectif. Et je dis ce que je dirais aux Nations Unies, mais ce que je ferai à l'intérieur. Vous avez dit que j'ai dit dans 6 mois, je dis ceci, que je vais mettre un camp militaire solide à Béni. Je vais créer une force de surveillance de nos frontières. Ça, je l'ai dit. J'ai dit que je vais créer une unité d'élite pour alerter tout ce qui se passe dans nos frontières. J'aurai une force combattante. Je dis que je vais avoir une armée, monter une armée de 500 000 personnes. Alors vous allez dire tout comment? Et je vous dis ce que je vais parce dire. Que pendant ce temps, vous réformez l'armée. Comment et en combien de temps aussi? Oui. Comment et en combien de temps? Je vous dis, dans 5 ans, j'ai une armée capable. Mais ça veut dire que ça monte crescendo. Mais avant ça, nous avons eu des guerres dans le passé. Il y a des pays qui ont des guerres. L'Ukraine a une guerre aujourd'hui. Comment l'Ukraine fait? Moi, j'ai des pays partenaires, des pays amis du Congo. Je vais demander à ces pays, et ça, c'est pas la sous-traitance, de venir m'aider avec l'armée faible que j'ai, que je suis en train de monter en puissance, de mettre dehors. Quel pays? Ce n'est pas la sous-traitance, c'est quoi? Bon, c'est de la sous-traitance aussi. Ce n'est pas la sous-traitance, c'est quoi alors? S'il vous plaît. En quoi c'est différent de ce qui se fait aujourd'hui? En quoi c'est différent? Vous avez amené le Congo dans l'EAC. Ok? Est-ce que nous sommes membres de l'Afrique de l'Est? Vous avez amené les militaires rwandais combattre, pas pour l'intérêt du Congo. Les militaires rwandais sont en train de combattre contre les Congolais et non contre ceux qui ont attaqué les Congos. Les Ougandais, la même chose. Mais la différence, tout pays au monde, tout pays a besoin d'une aide militaire des pays amis. C'est la différence. La différence, c'est que moi, avec mon leadership, avec la légitimité que le pays, le peuple congolais me donne, je vais engager le pays. Quand Laurent Désiré Kabila a demandé aux Zimbabwéens, aux autres, de mettre les Rwandais dehors. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, l'Ukraine fait appel à qui? Ce n'est pas la sous-traitance, c'est quoi? Ce n'est pas la sous-traitance, cher Thierry Kambundi. C'est la coopération militaire. Ça, c'est pas la sous-traitance. Quel pays particulièrement pensez-vous? Pourquoi vous voulez que je vous dise aujourd'hui, dans une émission, aller dans le détail? Je vous donne les grandes lignes. Pour nous mettre à l'aise. Mais non, je ne peux pas. Parce qu'on va tous passer au vote le 20 décembre et on va tous, entre 26 candidats, se demander lequel aura le projet le plus abouti, le plus avancé, lequel pourra le mieux
dès aujourd'hui, nous rassurer de telle manière que quand il se met en place, il ne va pas passer son temps à apprendre, mais il va passer directement à l'action. On assure le peuple avec les programmes, pas en citant les noms des pays amis pour les embarrasser. Parce qu'en citant aujourd'hui, vous pouvez les embarrasser. Aujourd'hui, non, Thierry Kamboundi, vous n'allez pas réinventer la roue. La roue a été inventée. Il faut utiliser les méthodes qui existent. Le problème, c'est que vous avez vu dans des sociétés qu'on a retapées dans le monde, il y a eu des leaders qui sont partis, des managers, ils n'ont pas pu. Quand on a donné Renault à tel, vous avez vu comment ça s'est développé. Quand on a donné Nissan à tel, ou je cite, ou General Motors, vous voyez, ça veut dire que le leadership, Carlos Ghosn n'est peut-être pas le meilleur exemple. On parle de la guerre. Vous avez une grande connaissance du monde. Vous avez parlé de l'Ukraine qui est soutenue à 100% par l'Occident. Oui. Mais aujourd'hui, ce même Occident ferme les yeux sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, où à la limite ne sait même pas identifier et dénoncer l'agresseur. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer ce narratif-là? Alors, je vois que vous limitez à répéter la même chose, et je l'ai dit que... Parce que je veux que vous soyez plus concret. Non, mais le Congo n'est pas dans l'agenda du monde. Vous voyez que l'Ukraine s'est fait aider quand Zelensky tape la main, ok, et les gens bougent. Mais ici, qui peut taper la main, que les gens bougent. Même les Nations Unies savent que c'est le Rwanda, mais les Rwandais, voilà, vous le dites. Tout le monde sait. Non, mais vous le dites. Oui. Quand les Rwandais tapent la main sur la table, les Nations Unies bougent. Pourquoi les Nations Unies bougent? Quand les Rwandais, le président français est parti à Kigali, il a dit Ibuka. Ça veut dire quoi? Il est venu à Kinshasa. Est-ce qu'il est parti quelque part pour dire, voilà, il y a 10 millions de Congolais qui sont morts, et moi, je les regrette, et je dis au peuple congolais, je compatis avec... Mais c'est un complot, président. Comment vous allez changer ça? Mais c'est un complot parce que... C'est un complot, et vous savez qu'ils sont de mauvaise foi. Ils savent, mais ils disent rien. Comment vous allez changer ça, président de la République? Mais comment les gens ont changé les choses dans le monde? Les gens changent des choses parce qu'ils ont un programme, parce qu'ils ont le savoir-faire, ils ont la compétence, ils ont le leadership. Ceux qui vous ont précédé n'avaient pas le savoir-faire, la compétence, ils n'ont pas dénoncé parce cela. Parce que vous dites que Félix Tshisekedi, bon, attendez, dire la même chose, c'est ne pas faire la même chose. Ok? Vous dites que Félix Tshisekedi a la compétence. Je parle de ceux qui vous ont précédé depuis 30 ans que cette guerre dure. Mobutu est venu au départ et vous avez vu comment on a géré ces pays et il avait un leadership. Malheureusement, il a déconné après. Mais il y avait un leadership. Ok? Quand les Congos parlaient, sa voix était entendue. Ok? Aujourd'hui, on nous prend tous, on nous caricature. Félix Tshisekedi va dire quelque chose là-bas, on dit voici les Congolais. Est-ce que c'est ça, il me représente moi? Vous avez des dirigeants qui font la honte de ces pays. Vous avez des politiciens qui ne sont pas à la hauteur. Alors quand vous mettez des gens comme ça, qu'est-ce que vous entendez? Où est-ce que vous voulez amener le pays? Mais je peux vous le dire, parce que j'ai été directeur général dans des sociétés, ici dans des pays pour ExxonMobil. J'ai remplacé des directeurs généraux avant. Mais quand la société était dirigée par mon prédécesseur, c'était différent. Quand je suis venu, j'ai boosté. C'est quoi ça? Et c'est exactement la même chose. Donc tout sera question de leadership selon vous. Il ne suffit que de changer les hommes. Mais vous savez, vous pouvez prendre Elon Musk, vous pouvez prendre Jack Ma, vous pouvez prendre tout le monde, vous pouvez prendre Singapour, vous pouvez prendre la Corée du Sud, tous ces pays. La Corée du Sud, en 1960, avait le même niveau des produits intérieurs bruts au PNB par habitant que nous. Nous, on était même plus supérieurs. Nous, on avait le même niveau que les Canada. Dites-moi, pourquoi la Corée du Sud est devenue la Corée du Sud? Grâce à un homme. La Turquie. Avant, les Turcs, on parlait des toilettes turques, vous connaissez ça, mais des WC turcs. Mais pourquoi les Turcs sont aujourd'hui considérés? Le leadership, d'accord. Oui. Je vous suis. Cependant, là où le bas blesse, c'est que la Turquie n'était que toilette.
Oui. La Corée du Sud n'était pas un enjeu. Oui. Aujourd'hui, la RDC est un enjeu. La RDC et ses matières premières sont des enjeux tels que cette communauté internationale semble vouloir sous-traiter avec d'autres que nous. Et on le voit notamment quand le président Macron, vous avez cité tout à l'heure, déclare que plus jamais de troupes françaises n'interviendront en Afrique. On sait que la sous-traitance se fait notamment avec l'armée rwandaise. Aujourd'hui, la question n'est plus trop du leadership en RDC. La question, et je vous la pose directement, comment est-ce que vous, Martin Fayulu, élu, allez faire en sorte de détourner l'attention de certains lobbies et puissances sur le poulain rwandais aujourd'hui comme Mobutu hier, Zaïrois l'était? Comment allez-vous changer cette donne? Alors, vous avez parlé de la donne internationale. Le Botswana, c'est aussi un enjeu. Le diamant, c'est un enjeu. Mais le Botswana a imposé des choses. Comment ils ont imposé à toutes ces multinationales? Alors, vous avez parlé de Mobutu, comment imposer? Je vous dis que tout commence par les verbes. Tout commence par les caractères, la personnalité, les leaderships. Quand on pose les questions du monde, nous les connaissons, nous les traitons. Nous parlons d'égal à égal. Nous n'allons pas là-bas pour dire que nous avons trouvé un jeune homme quelque part qui va couper les bois et puis faire des braises. Nous n'allons pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On va dire des choses qui tiennent debout. On va dire des choses qui sont vérifiables. Nous avons 110 millions de Congolais, 110 millions d'âmes, de forces, d'intelligence, qui, s'ils se mobilisent, vous les mobilisez, le monde va vous entendre, va vous écouter. Vous dites donc, il n'y a pas autre chose à faire que ce que les autres ont fait, ont réussi. Que ce soit en termes de pays, que ce soit en termes de sociétés, d'entreprises, que ce soit en termes des personnalités individuelles, des sportifs et autres. Il ne suffit que de changer de leadership, il ne suffit que de parler, le verbe, vous avez dit. De ce même verbe, de ce leadership, vous allez, puisqu'il faut changer de sujet, votre programme est large, ce leadership et ce verbe suffira pour la cohésion nationale et pour la gouvernance, sachant, et ça je vais le dire, sachant que Martin Fayulu, aujourd'hui élu président de la République, ne disposera pas d'une armée de députés pour obtenir majorité et avoir contrôle du gouvernement pour faire ces réformes. Ok, restons sur la cohésion nationale et leadership. Je viens de Chikapa et de Kananga. Ok, le leadership. Les gens d'ici se sont organisés pour saboter ces deux voyages. Nous avons affrété un avion, ils ont compris, ils ont dit qu'on va les contenir dans l'enceinte de l'aéroport, comme ça il va rebrousser chemin tout de suite. Ils ont mis des jeunes gens avec des pierres, une pluie de pierres. Et nous avons bravé cela. Le leadership, voilà la volonté, l'engagement. Nous avons bravé ça. Et nous avons discuté avec les frères et sœurs des Chikapa. Nous sommes allés à Kananga. Vous avez vu, Congo et Kolomoko. Les gens ont parlé en Chiluba et comme je comprends un peu, j'ai répondu. Vous avez vu comment ils m'ont accueilli? Une centaine de chefs coutumiers qui sont venus de 150, 200 kilomètres pour venir m'accueillir. Ils ont dit que ici, c'est la terre des Fayulu aussi. C'est ça la cohésion nationale. Avec ce leadership, est-ce que ça suffit? Non. Le leadership, c'est ça d'abord. Mais le programme, quand je dis gouvernance intègre, zéro tolérance corruption, vous avez des moyens. Quand je dis que le budget, on n'a pas vocation à avoir des budgets de 20 milliards, on se donne des moyens. Tous ces moyens qu'on se donne pour nous, ça sera 38 milliards en moyenne pour les 5 ans. 38 milliards. Par an. Par an. C'est 190 milliards pour les 5 années. Donc, tout ça, ce sont des moyens. Quand on dit qu'on forme les enfants,
Rochereau avait chanté Congo Bana Bazali Koye Kola Lobi Bagosali Sayo. C'est comme ça qu'on parle de l'éducation. Quand on change la mentalité des gens, quand on voit que le leader lui-même, il ne vole pas, parce que je ne prendrai pas un franc de salaire à la présidence. Pas de salaire. Pas de salaire. Je ne prendrai pas un franc de salaire. Donc vous, président, ne serez pas payé? J'ai dit Kamboundé, j'étais jeune garçon, de la trentaine, j'étais membre de la conférence nationale souveraine, je n'avais pas les niveaux de revenus que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas pris un franc de la conférence nationale. Le Tundula, il a témoin, Bahati, il a été témoin, le Tundula était mon président, j'étais vice-président, Bahati était membre. Je n'ai jamais pris un franc. Et vous pouvez demander à le Tundula, premier mois, deuxième, troisième, l'FDD, le Forum pour la démocratie et le développement, s'est réuni, dit Martin, cet argent-là, les gens le volent. Alors, signe un document. J'ai signé un document au nom de notre trésorier César Lengema, paix à son âme. Il touchait cet argent, il remettait au FDD. Mais vous avez été député lors des deux dernières législatures. Vous avez touché vos émoluments. Merci beaucoup. Cet argent, ça a servi à payer la scolarité des enfants. Cet argent a servi à aider Babola, comme on dit ici. Et vous avez compris, quand j'en avais plus de mandat, on m'a payé plus de $100 000. J'ai restitué au trésor public. Donc, tous les émoluments de Martin Fayulu, depuis qu'il est élu en 2006 ici à Kinshasa, il les a affectés aux orphelinats à l'aide des... Exactement, vous pouvez vérifier. À 100%. À 100%. À 100%. Alors, oui. Mais attendez, attendez s'il vous plaît. Non, attendez, laissez de terminer ça. Vous l'affirmez, on ne va pas discuter parce qu'on rentre dans un débat de personnes qui, dans cette campagne, ne devrait pas avoir lieu. Puisque vous parlez de salaire, parlons du train de vie de l'État. Martin Fayulu, élu président de la République. On a parlé 7 000, 21 000 $. On a parlé des salaires. On sait que cet État vit à plus de 50% des rémunérations. Martin Fayulu, président, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Richard Lusakono, je vais vous répondre. Il faut vider le sujet. Vous avez dit, j'ai donné en plus de ce que j'ai gagné à l'Assemblée, que ce soit l'Assemblée provinciale, j'ai embauché des jeunes gens pour nettoyer Binza. Vous l'avez vu, ils étaient payés chaque mois. Donc, plus que ça, tout ce que j'ai fait, même avec mon argent à moi, j'ai donné. Donc, nous sommes d'accord. Mais les trains de vie de l'État, on va les réduire. J'étais député provincial, président de la commission ECOFIN. On a dit que les députés touchaient 5 000 $, première année. Deuxième année, les députés ont voulu augmenter. J'ai dit non, 5 000 $. Les députés là sont vivants aujourd'hui. 5 000 $, nous sommes partis à Nganda, on a fait le budget 5 000 $. On a terminé la réunion, ils se sont donné des consignes. Botika Fayulu Kende, nous on va discuter. Quand Fayulu est parti, ils ont revu. J'étais à l'Assemblée nationale. J'ai exigé la reddition des comptes, que les contrôles parlementaires s'effacent sur le budget, ou la dotation du Parlement. Et c'est moi qui ai dénoncé l'affaire de 21 000 $. C'est bien moi. Donc, le train de vie de l'État va être réglementé. À quel niveau? Mais au niveau normal. Donc, il y a dans les programmes ici, nous disons ceci. Il y aura une nomenclature pour le revenu, pour la rémunération des agents publics de l'État. Et agent public de l'État, tout celui qui est payé par les trésors publics. On va commencer par le président de la République à l'huissier. Le président de la République touche combien? Le Premier ministre, le président, pas aujourd'hui, on ne connaît pas. Donc les députés ne peuvent pas aller toucher 21 000 $. Le député congolais touche plus que le député américain. Impossible. Donc on va réduire ça à un niveau raisonnable. Ça, je vous le garantis. Mais tout cela, vous l'obtenez comment? Sans députés nationaux à l'Assemblée nationale. Alors, sans députés, vous savez, et je l'ai dit, lisez la Constitution congolaise, le rôle du chef de l'État. OK? Et puis, qui vous dit que Fayulu n'aura pas de députés? On a commencé la campagne, s'il vous plaît. Je n'ai pas de députés sous l'étiquette Lamouka Fayulu, OK? Et Sidéo Dynamique. On n'a pas de... Mais beaucoup de gens qui sont sur le terrain, qui font la campagne au nom de Fayulu, je peux vous le garantir. Et ils ont été alignés par vous? Non, ils n'ont pas été alignés. Mais comment vous comptez sur des candidats députés que vous n'avez pas alignés? Mais s'il vous plaît, si ces candidats députés, la population qui va élire Fayulu demande à ces députés,
voici les programmes, soutenez ces programmes. Ce n'est pas un bon exemple. Les gens qui sont derrière Félix... Non, c'est pas ça, c'est ce que je vais dire maintenant. Les gens qui sont derrière Félix Tshisekedi aujourd'hui, ils ont été élus sous l'étiquette... Mais vous l'avez condamné? Bien sûr. Vous comptez faire la même chose? Non, mais comme je dis, ce n'est pas un bon exemple. Moi, je l'ai dit, les députés, pendant la campagne, ceux qui vont faire la campagne au nom des Fayoulou, et quand on va arriver à l'Assemblée nationale, à la législature, voilà comment ça se passe. Il y a un informateur que vous nommez, qui est nommé. Oui. Il va regarder tout celui qui dit que voilà, les Congolaises et les Congolais ont souscrit au programme des Fayoulou et nous devons aider Fayoulou pour matérialiser ces programmes. Président Fayoulou, aider l'opinion à comprendre. L'informateur n'aura pour mission que de désigner la majorité qui se dégage. Oui, et on désigne la majorité comment? La majorité se dégage en fonction de ceux qui ont été élus. Oui. Et ils ont été élus conformément à la Constitution que vous évoquez. S'il vous plaît, Président, vous avez évoqué la Constitution qui dit clairement que l'informateur désigne la majorité. La majorité se dégage sur la base des élus. Oui. Ces élus-là l'ont été sur la base des listes, des partis ou des regroupements politiques. Alors, comment cette majorité subitement qui a été élue sur la base des partis et regroupements qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas de votre obédience, vont se retrouver majorité des Fayoulou? Mais à l'Assemblée nationale, il y a la majorité et l'opposition. Il n'y a que deux. Oui. OK? La majorité et l'opposition, ça s'obtient en posant la question à chaque député. Chaque député doit remplir une fiche. OK? Je suis de la majorité ou je suis de l'opposition. C'est comme ça que ça se passe. Mais les bases sont connues aujourd'hui. Mais les bases sont connues. Il n'y a pas décidé, il n'y a pas de Lamouka Fayoulou, il n'y a pas de dynamique. Mais comment vous comptez sur... Donc, pour vous, ces députés-là, députés UDPS, députés Ensemble, députés LGD, va écrire sur l'affiche, je vais soutenir Fayoulou, je serai de la majorité de Fayoulou. S'il vous plaît, ne limitez pas votre réflexion. Il n'y a pas que les députés UDPS, il n'y a pas que les députés Ensemble. C'est des exemples que j'ai donnés. Oui, mais il y a d'autres. Mais il n'y a pas SID, non, mais il y a 500. S'il vous plaît, il y a 500 députés, ok. Il y a des indépendants, il y a des députés, même dans les grandes démocraties. Mais vous savez, même aux États-Unis, on fait développer, un programme ou une discussion démocrate-républicain. Il y a des députés républicains qui peuvent décider d'aller dans l'autre sens. Mike Pence, d'aller dans l'autre sens ou de voter. De voter, même de voter mais il reste républicain ou démocrate, mais bien sûr. Mais si les députés arrivaient dans la salle, quand je dis les députés, son groupe, parce que ce sont des partis, des groupes. Si son groupe, il y en a plusieurs, ces groupes-là, ils se décident, ils disent que non, nous sommes dans la majorité constituée par le président Fayoulou. Où est le problème? Mais le risque, M. Fayoulou, qui pend aussi, et vous l'avez dit dans le passé, sur la nouvelle majorité construite par le président Tshisekedi, c'est que, à terme, cette nouvelle majorité n'agira pas en fonction des intérêts de Martin Fayoulou. Oui. Elle sera avec Martin Fayoulou et elle imposera à Martin Fayoulou ses désirs aussi à elle. Alors pourquoi aujourd'hui l'électeur qui nous écoute va aller voter pour un président qui aura des députés faisant aujourd'hui campagne pour d'autres candidats que lui? Non, mais il y a beaucoup de députés, vous allez voir, ils ne vont pas faire campagne pour certains présidents. Mais c'est ce que je vous dis, la Constitution n'est pas limitée, la Constitution a prévu tout ça. Si au bout d'un an, vous constatez que les députés n'agissent pas dans le sens de l'intérêt du peuple, vous avez le droit de dissoudre l'Assemblée. Et vous le savez. Donc en lisant Martin Fayoulou aujourd'hui, un peu dans la même optique qu'en 2018, le peuple prend le risque de perdre une année, le temps que Martin Fayoulou, président de la République, dissout l'Assemblée. Non, le peuple ne perd rien. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que l'Assemblée ici a fait? Dites-moi, depuis 2006, les 3 dernières législatures, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Je n'en dis qu'on vient. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de terminer mes idées. Nous sommes à Kinshasa ici. Depuis 2007 que l'Assemblée provinciale de Kinshasa est là. Qu'est-ce que vous,
quinoa ici, vous avez gagné de cette assemblée provinciale. Nous allons changer les choses. Nous allons dire à celui qui veut travailler pour le peuple que voilà la chance qu'on vous offre de travailler pour le peuple. Vous n'êtes pas ici pour vous. Si c'est le peuple vous a élu, et le peuple a élu un président. On n'a pas élu votre projet, on a voté le président pour son projet. Il a dit qu'il va mettre un état de droit, pacifier le pays, assurer l'intégrité territoriale, et il a dit qu'il va développer ce pays, et il va bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Nous y allons, et le peuple, c'est lui qui décide. Ce peuple aura décidé aussi, en même temps que de vous avoir désigné, d'élire ses députés. Mais et qui a la légitimité? S'il vous plaît, président, s'il vous plaît, est-ce que vous ne reconnaissez pas carrément que ça a été une erreur politique de ne pas aligner les députés? Parce que vous n'arrivez pas dans l'explication à nous dire clairement comment vous allez vous y prendre, et même à travers vos exemples, vous risquez de retomber sur ce que vous avez reproché à l'actuelle majorité de Félix Tshisekedi. Vous reconnaissez que c'est une erreur s'il vous plaît, je vais vous répondre ça. Arrêtez cette rhétorique de dire que vous n'aurez pas à répondre. Je réponds aux questions et continue. Alors, la question que vous posez, je vais retomber. Le peuple, c'est lui qui vote. Ok? Le peuple, et je vous réponds précisément aux questions. Je retombe sur ce qui s'est passé. Comment? Quand le peuple va voter, qui a la plus large légitimité? Un député est élu avec combien de voix? Le président de la République, nous n'en convenons pas. Alors, mais cependant, la Constitution dit que le président règne et gouverne que s'il a avec lui la majorité du Parlement qui formera le gouvernement. Oui. Et c'est là que le bas blesse. Mais non, il n'y a pas de bas de bas blesse. Le président américain, ok, il a aujourd'hui une majorité. Ce n'est pas le même régime parlementaire. Non, c'est un régime présidentiel. Chez nous, c'est plutôt parlementaire. Alors allons-y, monsieur Christian Lusakono. Vous savez que le président américain est un régime présidentiel. Le président congolais a plus de pouvoir que le président américain. Vous le savez? De quel ordre? Mais bien sûr, aujourd'hui, quand on bloque aux États-Unis, le Parlement bloque, il ne signe pas pour le budget, pour accroître le budget. Okay? Le Parlement a une force énorme. Ici, quelle est la force que le Parlement a? Le Parlement, s'il vous plaît. Le Parlement peut envoyer le président dans l'opposition dans ce pays. Mais bien sûr, mais il y a un vrai Parlement. C'est pour cela que nous militons pour un vrai Parlement. Des gens qui ont été élus par le peuple. Le Parlement que vous avez ici, c'est des parlements nommés. Mais nous aussi, les parlements... On parle de 2024 là maintenant. Non, on est dans 2024. On espère que ça va bien se passer. Et voilà. 2024, avec un Parlement qui sera élu, avec les parlementaires qui seront conscientisés, avec cette volonté d'aller de l'avant pour construire le pays. S'ils sont conscientes, ils vont travailler dans ce sens-là. Mais venir me dire que vous faites la même chose, vous ne répondez pas aux questions, je vous dis que je vais discuter avec ces gens-là. Pour les séduire et les pousser à rejoindre votre camp. Discuter avec eux pour les séduire et les pousser à rejoindre votre camp. Parce qu'ils ne sont pas avec vous, ils n'ont pas été alignés par vous, ce n'est pas vous qui avez payé leur caution. Oui. Donc, ils ne sont pas de votre parti, de votre obédience politique. Discuter avec eux veut dire quoi? Il me semble que vous ne connaissez pas la structuration politique dans un pays. Il y a un député, un membre d'un parti, peut être dans un parti et aller de l'autre côté. Moi, j'ai des membres. Bien sûr, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, moi j'ai des membres qui sont membres de la MOCA, qui aujourd'hui, parce qu'on n'a pas voulu déposer des candidatures, qui ont quitté, qui sont partis ailleurs. Ils vous ont désobéi. Oui, bien sûr. Ils vous ont désobéi. Ils ont assumé leur choix. Bien sûr, mais attendez, mais demain, s'il vous plaît, demain, ces membres-là qui vont constater que là, il y a quelque chose pour ces pays, ils vont revenir. Alors, revenez sur cet acte. En démissionnant de là où ils sont partis. Et donc, avec le risque de perdre leur mandat. S'il vous plaît, vidons les questions. Revenons sur cette question. Reconnaissez que c'est une erreur politique. Ce n'est pas une erreur. Si aujourd'hui, les gens parlent de la transparence du processus électoral, c'est grâce à nous. C'est grâce à la MOCA. Aucun candidat
s'il vous plaît. Aucun candidat, même vous les journalistes, vous êtes allés au fond des choses pour dire que M. Kadima était en train d'organiser un processus chaotique. M. Kadima était en faveur de M. Tshisekedi. M. Kadima, on l'a pris pour organiser la tricherie. Nous ne l'avons pas dit. S'il vous plaît. Donc aujourd'hui, mais attention, attendez, laissez-moi terminer. C'est donc aujourd'hui, vous êtes d'accord avec la manière avec laquelle, grâce à vos efforts à vous et pas à nous, le processus est aujourd'hui, vous êtes confiant. C'est pas confiant, on continue. Laissez-moi terminer parce que c'est hacher ce que vous faites là. Je vous en prie. Vous hachez les débats. Non, le problème c'est que posez-moi des questions, posez-moi des réponses plus courtes. Oui, mais des réponses parce qu'on n'a qu'une heure. Mais des réponses construites. OK? Des réponses construites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population sait que M. Kadima a organisé, il n'a pas de fichier électoral, il le sait. Si le fichier existe, président. Mais, cher ami, s'il vous plaît. Le fichier existe. C'est quoi les fichiers pour vous? Le fichier Alors existe. répondez-moi, les fichiers c'est quoi? Non. Arrêtons-nous à la dernière déclaration de Monseigneur Chollet et de Monseigneur de l'ECC qui se satisfont des avancées et qui disent que tout ce qu'a fait depuis quelques semaines la CENI montre leur bonne volonté et va vers la bonne direction. Vous avez affaire aux religieux. Ils disent, attendez, restons là. Les fichiers, c'est quoi? Les fichiers, et l'article 6 de la loi électorale dit que l'électeur se reconnaît avec une carte d'électeur, dûment remplie, ainsi de suite. Les fichiers contiennent quoi? Les noms, donc votre identité complète, l'iris, la photo et les empreintes digitales. Aujourd'hui, dans votre famille ou dans votre société ici, vous avez des gens qui vont chercher les duplicata. Quand ils vont là-bas, la plupart ne trouvent pas leur nom. Nous sommes d'accord? Non, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, attendez. Il y en a beaucoup qui ne trouvent pas, mais le problème c'est celui-là. Vous tenez un discours, mais si on vous demande des preuves, que la plupart de ces électeurs, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas, ou il y en a quelques-uns, mais dire la plupart, président, c'est... Alors, allons-y, beaucoup ne trouvent pas. J'ai développé ça avec la CENI, j'ai envoyé 10 cartes à la CENI, ils ont trouvé 4, pas 6. Je donne des preuves. Je montrais des preuves. Ok? Nous avons des gens. Nous, la COEL, vous savez, nous communiquez pas chez vous. La coordination des opérations électorales de la MOCA. On surveille. Donc, maintenant, vous dites beaucoup. Beaucoup n'ont pas. Et quand ils n'ont pas, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande de remplir une nouvelle fiche. Quand ils remplissent une nouvelle fiche, on leur dit d'attendre, on va leur donner une carte, un duplicata, écrit duplicata avec un nouveau numéro. Sans empreinte, sans rien. Et vous appelez ça, les fichiers existent? Le fichier n'est pas intègre. Le fichier des 43 955 181 électeurs est corrompu. Parce qu'on ne sait pas tous ceux qui ne sont pas là. Et quand les Chollet et les religieux disent qu'ils sont satisfaits, je peux vous dire non. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont perdu, j'étais à Bongayassa, dans les Kouilo, j'étais à Sekebanza, dans les Congo central. Les gens ne peuvent pas changer de carte. Mais vous les avez suivis, président. Vous avez déclaré que nous n'allons pas déposer nos listes tant que le fichier ne sera pas revu ou contrôlé par une structure internationale, etc. Puis par la suite, vous avez dit, pour y aller, pour déposer votre propre candidature, que nous avons reçu les assurances, notamment de nos partenaires des religieux. Vous avez évoqué la CENCO et l'ECC, qui aujourd'hui sont satisfaits du travail de la CENI. S'il vous plaît. Et vous dites que quand ils disent ça, ce n'est pas vrai. Non. Moi, j'ai des données pour dire que les fichiers n'existent pas. On peut le développer. Mais quand j'ai suivi les religieux, c'était quoi? Parce qu'ils ont dit, ne suivez pas les résultats qui sera proclamé par la Cour constitutionnelle. Vous avez entendu ça? Chollet l'a dit. Et nous allons proclamer, publier les résultats. Non, il ne faut pas. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, président. Chez vous, ici. Nous étions avec le coordonnateur de l'observation CENCO et CC, la MOE, qui a dit clairement que la mission des observateurs ne sera pas de publier des résultats. Ils vont faire leur monitoring, ils vont déployer leurs observateurs. Au final, les résultats dont ils disposeront, ils les présenteront à la CENI. Parce que vous connaissez la loi, vous savez que les observateurs n'ont pas pour mission de proclamer des résultats. Vous avez suivi l'émission de Chollet et Christian Lusakono? Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux résultats? Ça, c'était un peu avant, hein? Non. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la CENI, puis la Cour constitutionnelle. La loi, ce n'est pas l'observation. S'il vous plaît, monsieur.
vous m'avez invité pour apporter l'éclairage. La loi, c'est la loi. Mais quand on dit que nous allons faire la tabulation parallèle des résultats, il faut prendre les résultats qui sont affichés dans les bureaux de vote. Nous allons avoir les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ne suivez pas ce qui sera donné par la Cour constitutionnelle. Et c'est ça qui nous a déterminé de revenir. Et nous avons dit, tiens, il y a une lueur là de transparence. Donc nous allons, et nous avons dit à monsieur Kadima que nous sommes venus ici pour assurer la transparence. On le montre, on le démontre. Nous avons écrit à monsieur, à la CENI pour dire que nous voulons... La CENI n'a pas publié, les listes comme prévu, un mois avant la campagne. Liste provisoire. La CENI n'a pas publié de liste définitive. Et vous me dites aujourd'hui que dans un pays... C'est 15 jours avant. Pardon ? 15 jours avant les listes définitives. 15 jours avant, c'est pas ça. 15 jours avant, c'est, les candidats. La loi électorale, en son article 6, dit que la CENI publie, par centre de vote, les noms la liste d'électeurs provisoires avec indication des bureaux de vote. Pas publié. La loi électorale dit en son article 8, la CENI, un mois, au plus tard, un mois avant, la CENI publie, la CENI publie les listes définitives. Juste pour terminer, Délice Esanga, candidat comme vous, déclare que lui, les résultats dont il prendra compte, qu'il tiendra compte, ce ne sont pas ceux de la CENI ou de la Cour constitutionnelle. Vous, à quel résultat vous alignerez-vous ? Mais comme Délice Esanga dit, comme Cholé avait dit aux Congolais, de ne pas tenir compte des résultats farfelus de la Cour constitutionnelle, parce que aujourd'hui... Mais c'est au nom des résultats de la CENI que vous concourez, c'est auprès de la CENI que vous êtes engagé, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame, ça c'est aussi la loi. Qu'est-ce que vous ferez si ces résultats... On n'acceptera pas. Vous n'avez pas déposé votre candidature à la CENCO, c'était à la CENI, c'est la CENI qui organise. Mais une CENI qui doit organiser les élections avec la régularité, telle que le dit l'article 211 de la Constitution. S'il vous plaît, monsieur Thierry Kambundi, il est là, Prince Epengue. Nous avons amené 26 cartons de PV. Il faut mettre ça, 26 cartons de PV à la Cour constitutionnelle. Nous avons déposé les procès-verbaux avec les résultats attestant que Fayulu a gagné. Le juge Corneille Wassenda, qui était à la Cour constitutionnelle, alors vous êtes journaliste et vous devez le savoir, il a dit que les avocats de Fayulu ont amené des procès-verbaux. Je demande à ce que la Cour ici demande à l'autre partie de prendre ces PV et d'examiner, et la Cour a refusé. Quand la Cour a refusé, ce juge-là a pris une opinion dissidente. Il a dit que tous les moyens donnés par les avocats de Fayulu sont justifiés, fondés, et on peut... Alors, vous parlez de quoi? Nous avons des PV, les témoins. Nous avions 220 000 témoins en 2018 qui ont amené des résultats. 220 000. 220 000. Nous avions des témoins. Et vous savez que les résultats étaient fabriqués. La radio Top Congo, M. Fayulu, a diffusé tous les débats de la Cour constitutionnelle. Les auditeurs de Top Congo le savent. Je propose qu'on passe à un autre sujet. Tout le monde sait en ce début de campagne ce qui a été fait en 2018 et tout le monde espère qu'en 2023, pareil fait ne se reproduise plus. Je crois que c'est aussi dans cet espoir-là que vous avez accepté finalement de présenter votre candidature. Pour terminer, M. Fayulu, je voudrais que l'on parle des défis. Vous en avez donné plusieurs. 6 au total: identité culturelle, jeunesse engagée pour le développement, famille, femmes, diaspora, élite congolaise intellectuelle ou religieuse. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je voudrais qu'on termine sur les 2 derniers points: coopération régionale et internationale. Quels seront, si vous êtes élu président, nos rapports, les rapports de la République démocratique du Congo avec nos voisins, notamment rwandais et ougandais? Et puis, en ce qui concerne les réformes institutionnelles, 2 points. Vous avez parlé de la nationalité, mais on a aussi beaucoup parlé, un sujet qui s'est invité dans la campagne, des LGBT, l'homosexualité. En 2018, nous avions posé, nous n'avions pas eu malheureusement la chance de vous avoir dans notre plateau en 2018, à la fin de la campagne. Le dossier LGBT s'était invité. Quelle sera votre réaction? Comment invité où?
s'est invité dans la campagne. Mais moi, vous l'avez entendu. Je n'aborde pas les sujets que je n'ai pas abordés ici, que le peuple congolais ne me demande pas d'aborder. Non, mais si on vous pose la question de savoir si vous êtes Je élu... répondrai à cette question-là. Mais attendez, Monsieur Christian Lussakweno, la question de nos voisins, la question de l'agression, la coopération, nous devons terminer cette question. Mais on va terminer comment? En ayant une armée forte. Je vous ai dit comment. Nous allons avoir des unités de surveillance de nos frontières. Vous avez dit 5 ans aussi. Quand vous dites 5 ans, s'il vous plaît, quand vous commencez l'école pour avoir de la licence, vous avez la licence la première année? OK? Mais il y a toujours un début. Ce n'est pas dans 5 ans. Vous pouvez avoir les résultats, on m'a collé de 6 mois. Vous pouvez avoir les résultats dans quelques temps. Déjà, Etienne Tshisekedi, quand il a été élu Premier ministre à la Conférence nationale souveraine, il a dit demain, toute personne qui reconnaît avoir détenir un bien de l'État, véhicule, tracteur et tout ça, demain je vais voir ça au Palais du Peuple. Il a dit ça, vous avez vu comment les palais du peuple étaient noirs de voitures? Là on parle de coopération. Mais quels sont nos rapports avec eux? Nos rapports avec eux, moi je suis un président d'un pays qui a la mission de protéger ses pays, je vais protéger mon pays. Comment? En rompant les relations diplomatiques, comme disent certains? Mais s'il faut... Non, attendez. S'il faut rompre les relations diplomatiques, je romprai. J'ai demandé qu'on rompe les relations diplomatiques avec le Rwanda. Si un pays m'attaque, que voulez-vous que je fasse? Je me défends, je l'attaque aussi. Mais avant tout ça, parce que je suis attaqué, je romps les relations diplomatiques. Donc je ne serai pas quelqu'un qui est installé par des gens, ils ont peur. Félix Tshisekedi a été installé par les Rwandais. Et aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est le Rwandais. Parce que l'émission tourne un peu d'une façon bizarre. Je veux savoir quelle est la cause de la guerre à l'Est. Pourquoi les M23 s'est de nouveau invité au Congo? Qui les a invités? Comment on a pris Bunagana? Qui a invité l'EAC? Ça, c'est des sujets que j'aimerais aborder. Qui a invité l'EAC, Eastern African Community? Et pourquoi? Qui a signé des accords avec le Burundi, l'Ouganda? Et pourquoi? Des accords en cachette, en catimini. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas de chercher à dire des choses qui n'existaient pas. Si l'abbé Chollet, c'est l'abbé Chollet qui a dit Monseigneur au peuple Chollet. congolais, Monseigneur, pardon, excusez-moi, Monseigneur Chollet, merci, qui a dit au peuple congolais, ne suivez pas les résultats, mais il doit nous dire, parce que quelques jours avant, ils ont fait une déclaration pour dire que ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Que les listes ne sont pas affichées. Les cartes d'électeurs sont illisibles. On revient encore à ce sujet, mais on revient encore à ce sujet. Mais c'est le sujet central. Non, là, c'est le sujet central parce que vous n'avez pas d'élection sans un fichier fiable. On a bien compris. Réforme institutionnelle, nationalité doit-elle rester une et exclusive? Non, ça, c'est nous dans avons votre... dit l'article 10 de la Constitution congolaise qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Nous avons consulté partout et nous avons retenu ceci, qu'elle peut être détenue concurremment avec une autre, sauf celle des pays pour voisins. les 9 pays voisins. Mais ça, il y aura, disent les juristes, inégalité. Quelle égalité? Inégalité de quoi? Inégalité, comment accepter tous les pays et pas les pays voisins? Mais ça, c'est nous qui décidons avec notre souveraineté, la souveraineté du peuple congolais. Si on va au référendum et que le peuple l'accepte, personne ne pourra nous dire il y a des pays qui ont, des articles dans la Constitution plus discriminants que ça. Ça, c'est pas une discrimination. Ça, nous voulons protéger. Qui nous gêne aujourd'hui? Les autres pays, on n'a pas de problème. Avec les Angolais, avec les Congos, nous sommes des frères, nous sommes des voisins, on peut aller là-bas. Je n'ai pas besoin d'avoir la nationalité angolaise. Mais ils souffriront de notre conflit avec le Rwanda. Ils souffrent de notre conflit, mais non. Mais ils souffriront en termes de nationalité de notre conflit avec le Rwanda. Parce que je vais développer dans les bilatérales des relations telles que on n'a pas besoin d'être Congolais de Kinshasa, Congolais de Brazza ou Congolais de Kinshasa et Angolais. On a besoin de vivre en frères. Nous allons développer une communauté
des pays de l'Afrique centrale, le pays de la SADC, où nous serons le porte-étendard. Et nous allons aller plus loin. Nous allons matérialiser la vision de Lumumba, que le Congo sera le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons le faire. Aujourd'hui, nous sommes les gens qui plombent l'Afrique. Le Congo sera le centre du rayonnement du monde. Vous avez rappelé les propos de Patrice Emery Lumumba. Merci beaucoup. Dernier point, très important, puisqu'il est dans l'actualité, la candidature commune de l'opposition. Vous êtes tous retrouvés à Pretoria, l'ITI et la Fondation Kofi Annan. Déjà, ça peut gêner que ce soit des étrangers qui vous regroupent ou qui vous rassemblent à l'étranger pour parler du Congo. On va pas revenir là-dessus. Semble-t-il que de 5 qui sont passés à 4, pourquoi vous êtes-vous retiré? Je ne me suis pas retiré. Nous sommes partis. Alors, vous allez inviter le professeur Devos Kitoko, qui était mon représentant là-bas, pour vous expliquer. Je ne me suis pas retiré, mais je vous ai suivi avec Albert Moleka. Il a parlé de quinoiserie, mais vous n'êtes pas allé loin pour demander c'est quoi les quinoiseries. De quelle quinoiserie? Il est invité de la rédaction, c'est un format de 10 minutes maximum. Voilà, donc, on n'a pas eu le temps de développer. Je suis d'accord peut-être que vous allez nous en dire plus. Mais ça veut dire qu'il doit vous expliquer. Alors le professeur Kitoko viendra vous expliquer en long et en large ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas retirés. Nous sommes partis à Pretoria. On s'est mis d'accord avec les organisateurs. Je vous enverrai les documents que nous allons nous retrouver pour voir comment renforcer la démocratie au Congo. Comment renforcer la démocratie, c'est-à-dire avoir les élections transparentes, les élections apaisées, les élections impartiales. Et pas candidature commune. Attendez, nous sommes partis là-bas. Et quand la question est mise d'achat dans les débats avant l'organisation, nous avons dit oui, candidature commune, naturellement, ça pourra venir après. Mais en 2018, nous avons eu une candidature commune. Nous avons gagné. Est-ce que nous avons été proclamés vainqueurs? Non. Pourquoi? Il faut d'abord creuser, savoir pourquoi, et si nous avons cette fois-ci une candidature commune pour qu'on puisse gagner. C'est pour ça qu'on a élaboré. D'abord, regardons l'état des lieux de l'organisation des élections. Point 1. 2. Regardez maintenant ce que nous pouvons faire pour renforcer la transparence. 3. Si demain il n'y a pas élection, qu'est-ce que nous faisons? C'est dans l'agenda. Et 4, mettons les critères pour la candidature commune. Voilà ce que les gens sont partis faire là-bas. Mais le reste, Kitoko vous le dira. Pourquoi j'ai dit ça? La vérité est têtue. La vérité finit par triompher. Les gens sauront et commencent à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas qui est Fayulu. Fayulu, ce n'est pas un monsieur léger. Fayulu, ce n'est pas un monsieur qui peut s'adonner à la corruption. Il combat la corruption. Je combats la corruption. Je demande à quiconque Congolais, ici, de s'asseoir sur la table avec moi, qui sait qu'un jour, il a donné indûment 1 franc à Fayulu. Quiconque. Et puis on va se parler. Pretoria, c'est du passé. Devos Kitoko, sur X, pardon, on l'appelle maintenant Twitter, on l'appelle X, un tweet qu'il a effacé depuis, je viens de vérifier, a déclaré hier, en réponse à la publication de l'interview dont vous parlez de Monsieur Moleka, Pretoria est un guet-apens d'une arnaque politique. Vous confirmez? Ben, il a dit, vous allez lui poser des questions. Il était là, il était pressant. Il va vous dire pourquoi il a dit ça. Donc, soyez patient, parce que la vérité est têtue. Et on saura qui est qui. Alors, ce n'est pas des gens qui ne travaillent pas pour la cause nationale. Monsieur Lussakweno, depuis avant l'âge de 30 ans, je travaille pour la cause de ces pays. Je suis parmi les fondateurs de l'Union Sacrée, la vraie Union Sacrée, avec Nguns Carlibon, Papa Ileyo et les autres, Si vous ne savez pas l'histoire, je suis la personne, et je l'ai dit, qui avait déterminé Etienne Tshisekedi, à l'âge de début trentaine, à ce que l'UDPS soit membre de l'Union Sacrée. Lutundula, Bahati, le docteur Luseke, parce que c'est lui qui nous a mis en contact avec le président Etienne Tshisekedi de Rez Mémoire. Donc, vous posez la question à ces gens-là, ce que nous avons fait. Nous avons été instrumental à la conférence nationale souveraine. Nous étions là, ok? Et toutes les associations avaient 2 membres. Nous, notre association FDD, 4.
considéré comme un parti politique à l'époque. Donc j'ai milité pour ces pays. Moi j'ai été ici, j'ai fait des manifestations, j'ai reçu une balle ici. Ok, 1. 2. Ma voiture Mercedes ML, depuis le 14 février 2014, et à la DEMIAP jusqu'aujourd'hui. Ok, on m'a pris pour m'amener Manu Militari en prison. Ok, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mon hôtel a été fermé pendant 3 ans et demi. Ok, est-ce que j'en parle? Maintenant, oui. Non, j'ai dit. Maintenant, non, oui. est-ce que j'en ai parlé? J'en parle pour vous donner les faits. Comme la voiture, comme les autres faits. Donc nous sommes là pour servir la République. Mais est-ce que les prémices par rapport à cette rencontre de Pretoria et à la candidature commune de l'opposition cette fois-ci n'étaient pas déjà vouées à l'échec? Parce que vous vous êtes réunis en avril, puis après vous vous êtes un peu retiré des autres. Par la suite, vous avez essayé de recoller le morceau, mais on a senti déjà à partir du manifeste de Kisangani, que j'ai bien lu, que l'ECD, votre parti, avait dit Martin Fayulu, candidat président de la République, nous sommes ouverts à d'autres alliances, mais avec ceux qui vont s'aligner derrière le candidat Fayulu. Voilà, c'est Kambondi, c'est ça déjà les questions que j'aurais aimé. Nous étions à Lubumbashi, s'il vous plaît, nous étions à Lubumbashi le 14 avril. Nous avons signé une déclaration. Dans cette déclaration, nous avons dit que nous unissons nos moyens et nos forces pour avoir les élections transparentes, les élections impartiales, les élections inclusives et apaisées. C'est ça que nous avons dit. Okay? Et nous avons fait 4 autres déclarations. Et dans toutes ces déclarations, la trame c'était on n'assistera pas à une parodie d'élection. Nous l'avons dit clairement, on n'assistera pas à une parodie d'élection. Nous, arrivés au mois de mai, le 29 mai exactement, nous avons signé une déclaration en disant que non, nous ne pouvons pas assister à une parodie d'élection. Il faut des conditions. Nous avons énuméré la première, l'audit du fichier électoral. Il faut un fichier fiable avec les autres. Maintenant, pour s'exécuter, j'ai dit aux amis, ne présentons pas nos candidatures, continuons nos pressions et nous allons réussir. Ils ont eu peur. Ils ont pris peur. Ils sont allés. Moi, je suis allé jusqu'au bout. Et avec la MOCA, cette décision a fait que les gens ont commencé à développer des systèmes pour la transparence. Les catholiques et les protestants, ils se sont engagés à l'audit citoyen. Ils ne l'ont pas eu. Ils ont dit, bon, maintenant, les résultats qui vont être considérés, c'est les résultats affichés dans les bureaux de vote. Il y a un développement grâce à notre affaire. Maintenant, ils viennent, on dit, c'est pas un individu qui a appelé à ce qu'on aille à Pretoria. Non, c'est ITI, vous l'avez dit, qui a contacté chacun de nous. Nous avons dit oui, il n'y a pas de problème, nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés là-bas, mais maintenant, ce qui s'est passé, il y a des gens, Devos Kitoko vous le dira clairement, mais un candidat ou l'élection présidentielle, c'est un candidat, un monsieur, une dame, avec le peuple. Si les gens disent que, voilà, nous pensons que tel, c'est lui qui peut défendre, en accord avec le peuple, c'est ça les candidats. Comment le peuple va s'exprimer? Est-ce que vous êtes prêt à vous retirer? Parce que j'ai parlé des prémices qui poussaient à cet échec. Vous avez dit à qui quitte le candidat commun, c'est Martin Fayulu. La quinoiserie dont on parle, c'est que vous avez traité d'autres des voleurs patentés. Donc tout cela, tout ce contexte de tension a fait que peut-être que voilà, a entre autres fait capoter le rendez-vous de Pretoria. Non, Monsieur Kambundi, il ne faut pas chercher des petites bêtes partout, les poux. Quand j'ai dit des voleurs patentés, on m'a posé la question, Monsieur Fayulu, vous n'avez pas d'argent. Ok? Vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit qu'écoutez, la campagne est financée par le peuple. Mais ici au Congo, vous avez des voleurs patentés. Mais est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Ok? Vous, on me traite de quoi? J'ai cité le nom de quelqu'un. Dites-moi, pourquoi les gens se sentent concernés? Voilà, qui se sent mauvais, c'est mouche. Pourquoi les gens se sentent concernés? Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de voleurs?
Vous parlez de l'opposition. S'il vous plaît. Vous répondiez à une question qui avait un rapport avec vos autres je répondais à la question. Non. Voilà, vous ne suivez pas. Je répondais à une question par rapport au financement de la campagne. Vous voyez, je ne répondais pas à ça. Il y en a parmi eux qui sont des voleurs patentaires. Non. S'il vous plaît, je répondais à une question par rapport au financement de la campagne. Dites-moi maintenant, soyons sérieux. J'ai été candidat commun en 2018, oui ou non? Oui. J'ai été élu, oui ou non? Oui. Alors, ce n'est pas à moi de le dire. S'il vous plaît. Mais je suis journaliste, président. Je suis désolé. C'est votre problème. Je suis journaliste, je ne peux pas. Mais vous savez bien que j'ai été élu, ça, en tant que citoyen. Donc, maintenant, aujourd'hui, le peuple congolais a retiré sa confiance en Fayoulou. Vous ne le savez pas. On le saura. On le saura le 20. Exactement. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Ouais. Mais à la date d'aujourd'hui, vous ne le savez pas. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. Est-ce que Fayoulou a démérité dans tout ce qu'il a fait? Si la flamme est allumée jusqu'aujourd'hui, si les gens peuvent aller marcher, parler, c'est grâce à la Mouka. Si la Mouka n'avait pas organisé des manifestations ici, si la Mouka n'avait pas bravé la dictature d'ici, les gens ne seraient pas arrivés à ce niveau. Si la Mouka n'avait pas gardé allumée cette flamme, on ne serait pas là. Alors maintenant, vous me dites qu'il faut aller chercher les candidats communs. Nous disons oui. C'est comme ça qu'on a dit, mettons les critères, mettons les mécanismes. Personne n'a dit non. En tout cas, nous avons dit non. Si vous allez aux États-Unis, vous mettez DeSantis, vous mettez Trump, vous mettez Mike Pence et les autres du Parti républicain, on les ferme autour dans une salle, on leur demande de sortir un candidat commun. Est-ce que le peuple américain va accepter? Et en 2018, vous allez me dire, en 2018, nous étions homogènes, relativement homogènes. On venait du rassemblement. Il y en a qui n'étaient pas dans la course. Hein. La donne a changé. Je vais être dans l'obligation, excusez-moi, mais je vais être dans l'obligation d'arrêter ce débat parce que le temps écoulé, le temps nous imparti est écoulé. On va juste terminer parce que je voudrais peut-être avoir la réponse. En espérant que vous n'allez pas m'envoyer à M. Kitoko. Monsieur Epengue. Eh bien, chez vous, discussion de Pretoria, un candidat veut manipuler tout le monde. C'est aussi votre avis? Mais vous avez vu la manipulation, oui ou non? Non, un candidat. Oui, mais que ce soit un candidat... Non, je ne vais pas vous demander le nom. S'il vous plaît, que ce soit un candidat ou des candidats, ou deux candidats, ou un candidat, et vous avez vu la manipulation. Mais vous savez, si on parle de cette manipulation, c'est exécrable. C'est comme ça que Albert Moneka parle de quinoiserie. C'est exécrable et c'est la petitesse. Merci à vous. On aurait pu aussi parler comme vous le dites, de l'action de l'Amouka pour qu'on ait des élections plus claires en 2023. Là, vous parlez de l'Amouka ou de l'Amouka Fayoulou qui est apparu, qu'on ne savait pas, lors de votre candidature? Il y a l'Amouka comme organisation politique, plateforme politique qui est là, qui est aujourd'hui dirigée par le professeur Mathieu Kalele, et il y a l'Amouka Fayoulou, qui est une plateforme électorale. Nouvellement créée par vous? C'est nouvellement créée par les membres de l'Amouka. Okay? Alors, on va terminer. Pourquoi le peuple doit-il voter le numéro 21, le candidat Martin Fayoulou? Le peuple doit voter le numéro 21 simplement parce que le numéro 21 veut bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, parce que je pense que j'ai toutes les qualités nécessaires, j'ai le leadership nécessaire pour défendre ces pays, pour ne pas vendre ces pays aux étrangers, pour ne pas vendre ces pays à M. Kagame, et j'ai ce leadership pour amener les Congos à se développer et à inscrire ou à faire inscrire les Congos dans l'agenda du monde. Donc j'ai ce leadership et je demande aux Congolais de me lire. Pourquoi? Parce que je suis un homme intègre. Et l'intégrité compte. Nous ne voulons plus de voleurs dans ces pays. Nous ne voulons plus de corrompus dans ces pays. Nous voulons des gens qui pensent au peuple. Et je demande à ces peuples-là de tout faire pour que nous puissions avoir un Congo uni. Je suis le candidat de la cohésion nationale. Congo et Kolomoko, ça c'est le thème de notre congrès
à Kisangani. Congo et Kolomoko, on ne peut pas diviser ces pays. Je suis le candidat qui veut l'intégrité de ces pays. Personne ne prendra un millimètre carré de ces pays. Donc, voilà les raisons qui font que je demande les suffrages du peuple congolais. Merci à vous, Martin Fayulu. Alors maintenant, c'est parce que nous faisons la promotion d'un artiste congolais, Miller Lukilonga. Pour terminer, on va vous remettre ce présent de la part de Top Congo FM. Je ne vous le montre pas, je vous le montre à la dernière minute. Voilà, c'est pour vous. Ah bah, merci beaucoup. Waouh. Bah, c'est moi. Vieilli, mais c'est moi. Ça va? Là, ici. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs. Ici se termine l'édition spéciale qui recevait le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi. Prochain rendez-vous demain avec un autre candidat. L'actualité continue sur votre radio.